Nous avons au mois d'août à Luanda la phase finale de basketball. Grande compétition de FIBA, Afro-Basket. Les Rwandais qualifiés. Nous sommes qualifiés. Vous vous imaginez, et si il y a le tirage au sort, et nous tombons sur le match RDC-Rwanda, avec notre communauté congolaise de Luanda. C'est des sans-chauds. Oui. C'est des garçons d'Engil ici, des garçons de Matete, des Kalamou qui ont grandi ici à Kinshasa, qui sont très très nombreux. Il y a une forte communauté. Vous avez déjà été en Angola? Pas encore. Ils sont très très nombreux. Alors dites-moi, il y aura du grabuge. Il y aura du grabuge. Quelle est la solution? Mais la solution, c'est que nous allons demander à FIBA Afrique, dans le cadre de l'agression, étant donné que nous sommes agressés par le Rwanda, il faut absolument que le Rwanda soit retiré de cette compétition. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. C'est un patrimoine, une légende, un visage iconique du petit écran, mais surtout l'un des journalistes sportifs les plus excellents, le plus ancien et le plus connu. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que ce soit sur l'ex-OZRT, ou encore en ondes courtes sur la Radio France Internationale, du moins pour nous qui la suivions en province, sa voix pointue et ses reportages toujours aussi fouillés ont bercé notre enfance en même temps que ça nous a fait aimer la profession. Si vous ne l'avez pas connu, si vous avez vécu pendant cette période et que vous ne l'avez pas connu, c'est que vous avez indiscutablement manqué une page importante de votre culture générale. Parce que comment ne pas l'aimer? Surtout quand il fait ses retransmissions en direct pour les grands événements sportifs ou quand il est le dimanche sur son plateau de sport dimanche. Quand il est en duo avec une autre légende, Fouassa Tombissa, paix à son âme, c'était plus qu'un devoir qu'on nous donnait aux plus jeunes. Nous courions prendre des carnets pour prendre note. C'est une légende que nous recevons ce jour, en cette période où notre pays fait face à la guerre d'agression. Nous allons tenter de comprendre comment les milieux sportifs peuvent participer à la restauration de la paix, peuvent aussi participer à leur manière à ces combats, à cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. On a l'honneur d'avoir sur ce plateau de Politikon l'immense Claude-François Kaboulou, Mwana Kaboulou. On aime bien vous appeler Féfé. Bienvenue. Ouais, merci, c'est un plaisir, hein, franchement, de me trouver sur le plateau des Politikon. Bon, je suis content, c'est la première fois. La première fois, oui. Donc, je suis heureux. Merci pour l'honneur que vous nous faites. De rencontrer, oui. Oui, c'est aussi un privilège que vous m'accordez, une occasion en plus
d'échanger un tout petit peu pour voir dans quel contexte nous pouvons aussi apporter notre pierre dans cette agression barbare que nous impose le Rwandais. Vous avez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on reste sur votre casquette des sportifs. Voilà. Journaliste sportif. Opérateur on aura peut-être sportif. opérateur sportif, on aura le temps d'évoquer votre passage au ministère. Ce sera dans une autre émission. Aujourd'hui, on reste sur ce que vous avez été et sur la recette magique que vous comptez apporter dans cette guerre d'agression. Mais ne pas parler de ce que vous êtes serait injuste parce que beaucoup nous regardent. J'ai dit à l'intro que vous êtes l'un des plus connus, les plus anciens, le plus excellent. Des jeunes qui vous regardent ont beaucoup appris de vous. Aujourd'hui, vous revenez sur scène parce que beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais dites-nous, comment vous commencez? Comment vous avez réussi à développer la passion pour le sport, particulièrement le foot? Comment vous vous retrouvez à l'ISTI jusqu'à vous retrouver à la RTNC? C'est vraiment important qu'on en parle. Écoutez, sinon, moi, je devais être médecin. OK. C'est sûr. Ça, c'était la décision de mon père. Moi, j'ai grandi dans le nord du Katanga, à Kalemi, Albertville. C'est là où j'ai fait mes études, etc. Donc, j'avais la vocation de faire la médecine. Mais j'étais victime un tout petit peu du système ancien. À l'époque du maréchal, il y avait le système des quotas. On avait imposé les quotas à l'université. Oui. Pour les provinces? Oui. Moi, moi, originaire du Katanga, les quotas étaient très limités. Parce qu'on voulait faire la médecine. On avait dit non, il y a trop de Katangais, etc. Et puis, notre quota était déterminé. Comme je fais la section littéraire, j'ai terminé. Alors, pour rentrer au campus, on a dit non. Ceux qui ont fait les littéraires doivent passer par la propédeutique sciences, qui était une section préparatoire, qui était à Mbandaka, une branche de l'université. Je suis allé là-bas, j'ai terminé, j'avais 2 examens en deuxième session, notamment le maths physique, etc. J'ai présenté la deuxième session, j'ai réussi. Mais maintenant, pour aller à la médecine, on m'a dit, tu es arrivé en retard. Les quotas du Katanga est bouclé. Moi, j'ai dit, je vais faire la médecine. Ah non, tu ne peux pas faire autrement. Ou, mon cher, tu quittes le campus. Comme je voulais étudier, j'ai dit, mettez-moi quelque part. Ils m'ont foutu dans une faculté que je n'aimais pas. La chimie. J'ai détesté la chimie terrible, même quand j'étais à l'école secondaire. J'ai commencé la chimie, mais dans les travaux pratiques après-midi, parce que là, dans le temps, les campus étaient bien organisés. Hein. Le matin, c'était la théorie et l'après-midi, les travaux. J'ai failli faire exploser les laboratoires là-bas. Là, c'était déjà ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, à l'université, oui, je venais de terminer. À l'UNIKIN? À l'UNIKIN. OK. Alors, les professeurs leur ont dit, mais c'est qui a fait ça? J'ai dit, c'est moi. Mais tel et tel produit, on ne mélange jamais. Mais ça, c'est la bombe. Moi, j'ai dit, je n'ai pas la vocation. Et après, ils ont conclu que tu n'as pas la vocation, effectivement. On est allé chez l'appariteur. Il n'y avait pas d'autre possibilité. On m'a dit, tu fais le droit. Je suis allé en droit. L'amphithéâtre était bondé de monde. On m'a donné encore la chance d'aller en économie. On a dit, on te donne la seule possibilité, c'est l'économie. Je suis allé, je me suis incliné. J'ai fait l'économie. OK. La première année de graduat, pour passer en deuxième, alors qu'il y avait un concours à l'ISTI. J'ai dit, je tombe là-dessus. L'ISTI, ce qui deviendra l'IFASIC, c'est désormais l'UNISIC. Oui, voilà. Et c'est comme ça que j'irai là-bas. Les places étaient limitées. On était 1500 candidats pour 21 places, parce qu'on commençait seulement à 21 personnes. OK. Alors, j'ai eu la chance, j'ai fait les concours oral et par écrit également. Ah, Dieu merci, j'ai été retenu. Et c'était comme ça que je suis entré à l'Institut de journalisme et j'ai commencé. Mais entre-temps, j'étais footballeur. OK. Très bon footballeur. Moi, je suis gaucher naturel. Allez, je jouais très bien, pas de problème. Et j'habitais Lemba. Je jouais dans la deuxième équipe qu'on appelait Imana 2 de Lemba, qui était la pépinière de la grande équipe du Derinke Motema Pembe. Alors, en première année, cette année-là, Imana était distancé par 20 clubs. Et c'était exclu qu'ils puissent rejoindre 20 clubs. Les anciens ne venaient plus, les Kakoko, les Kidoumou, tout ça, tous les vieux, là, les grands stars. Alors, on est allé puiser dans la vivière des équipes de réserve. Il y en avait 2. Il y avait Imana 2 de Lemba et il y avait
Manaya à Bandalungwa. Moi, j'ai été sélectionné. Dit non, ici on a un ailier gauche extraordinaire. Et j'ai commencé donc. Et c'est comme ça que je jouerai dans Motema Pembe. Et nous allions terminer le championnat. Entre-temps, je suis à Listi. Vous auriez pu finir votre carrière comme footballeur. C'était difficile. Mon père était très sévère. Il privilégiait les études. J'ai eu la chance, comme je présentais des bulletins convenables, alors exceptionnellement, on m'a autorisé parce que nous étions logés à côté de 1, 2, 3, qui était la propriété de papa Poto Gallo, qui était un homme très très riche et qui était président d'Ering. On nous a logés là-bas. Le matin, on partait à Listi. L'après-midi, on rentrait, on nous massait, on faisait des entraînements et on a terminé le championnat. Et c'est comme ça que je cheminais. Alors, le jour où j'ai fini les stages au niveau du graduat, il fallait passer maintenant en licence. Nous nous sommes présentés à la Voix du Zaïre. Maintenant, le rédacteur en chef a dit mais vous êtes combien? Nous étions 2, 3. Oudoura Kassongo, si vous connaissez. Oui. Dimanja Wembi, plus un centrafricain, Malimbasa Georges et moi. À l'époque, il y a des étrangers qui venaient étudier. Mais je vous ai dit, Mobutu, le maréchal Mobutu avait créé l'Institut congolais de l'audiovisuel. Les CEVOSA, Studio École de la Voix du Zaïre. La plupart de jeunes journalistes qui voulaient se former, ils venaient au Zaïre, ils venaient à Kinshasa. Et donc, à l'hôtel Invest. L'hôtel, là, c'était justement les hommes, avec le restaurant et tout. C'était magnifique. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On avait des étrangers. Et alors, quand on s'est présenté chez le rédacteur en chef, Kasonga Munga, paix à son âme, il a dit, s'il vous plaît, en sport, je n'ai pas de gens. J'ai juste 2 personnes. Il y avait Paul Basunga Nzinga, il y avait Kabalamana Moui. Il a dit, mais il me faut quelqu'un. Maintenant, je me rappelle, c'est Koudoura qui a dit non, Kaboulou aussi, c'est un très bon joueur. Comme il joue déjà, donc il a les bases. Et en plus, avec le système du maréchal, la jeunesse du parti, ça existait dans les universités partout. J'étais secrétaire adjoint chargé de la mobilisation, propagande, animation et sport à l'université. On a dit non, il est dans les sports. Alors on m'a dit, tu peux. Je dis, écoute, moi, les sports, c'est mon dada. C'est comme ça qu'on m'affectera au service des sports. Et c'est comme ça que je commencerai à la RTNC jusqu'à ce jour. Comme stagiaire. Comme stagiaire, simple stagiaire. J'ai commencé journaliste et stagiaire. J'ai commencé à présenter. Les vieux m'ont adopté facilement. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser sur le conseil de mes grands frères que j'ai trouvés sur place. Et avec l'aide de Dieu, j'ai évolué. Enfin, on dit souvent qu'il n'est pas facile d'émerger à la RTNC tant les vieux n'aiment pas se sentir bousculés. Non, c'est la faute des jeunes qui arrivent. Ils arrivent dans la brutalité, tout ça, peut-être fiers. Je viens avec diplôme de licence en journaliste aussi. Moi, j'ai dit ça, c'est la présomption du savoir, les diplômes. Ce n'est pas une garantie. J'ai mis ça, j'ai mis dans la valise. J'ai fermé la clé. Vous êtes mise à apprendre. Je dois apprendre le métier. Dieu m'a donné cette inspiration-là. Je me suis montré modeste. J'ai écouté. Je suivais religieusement les conseils des vieux qui m'envoyaient à gauche, à droite. J'allais à Ndjili là-bas à 13h sous le soleil. Kaboul, va là-bas. Souvent dans des petits reportages. Oui, moi comme généralement à la fin du journal. Les vieux, ils pensaient peut-être me punir ou quoi, mais ils me punissaient pas. Vous formez. En fait, ils me formaient. Et j'allais. Bazangungu, Kassangoulou. J'ai fait tout ça. C'est ce qu'on appelle les chiens écrasés. J'ai fait ça sans aucun problème, sans le moindre complexe. Diplôme, tout ça, non. Et c'est comme ça que j'ai appris les métiers. C'était une chance extraordinaire. Donc, j'ai travaillé avec des visages bien connus comme Lucien Chimpompoa Chimpompo, l'un des meilleurs journalistes sportifs africains, disons mondial même, parce qu'il était magnifique. Paul Basunga Nzinga, j'ai les Kwalanga Mongalikita, les Kabalabana Mbouyi. Tu vois toute cette série-là. On n'était pas très nombreux. Les gens n'aimaient pas le sport. Nous, maintenant, on a donné goût. Peut-être que les gens sont venus au sport. Et c'est comme ça que timidement, j'ai commencé, puis j'ai percé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à vous retrouver directeur à la RTNC, à devenir un visage incontournable. Oui, je n'ai pas brûlé les étapes, Dieu merci. J'ai commencé comme simple journaliste, reporter, et petit à petit, avec les temps, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, la FDL est arrivée, nous étions là comme des coordonnateurs, et petit à petit, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en dépit de l'immensité de votre grandeur,
vous vous êtes toujours montré à l'écoute des plus jeunes. Toujours. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. On est en 2010. Ok. Je suis journaliste à Matadi. À Matadi. À la RTM, une radio, une télévision locale là-bas. Ah, d'accord. Et j'initie une interview avec vous par téléphone. C'est pas vrai. Je prends rendez-vous. Vous dites, oui, à l'heure de l'émission, appelez-moi. J'appelle, tout Matadi regarde. Vous intervenez pendant une vingtaine de minutes dans mon émission. C'était un exploit là. Il a réussi à faire parler Kaboulo. Oui, oui, oui. C'était incroyable. Ah, je me souviens plus. Merci pour ça. Ouais, toujours disponible. Il ne faudrait pas attendre votre mort pour le dire. C'est très important. Ouais. Mais maintenant, ce qui nous a le plus marqué, on va parler de votre apport dans cette guerre, mais ce qui nous a, de votre carrière, oui. Vous aviez une richesse langagière incroyable. Vous avez toujours des mots que vous saviez ou que vous savez placer au moment où il faut. Quand vous faites des retransmissions, vous êtes toujours aussi documenté. Quel est votre secret? Comment vous avez pu avoir un tel background? C'est énorme. Comment vous avez fait? Bon, j'ai eu la chance d'être enseigné par les professeurs français. Vous savez, à l'ISTI, à l'époque, il y avait une coopération très prononcée entre la République française et la République du Zaïre. Ouais. Donc, on a eu des professeurs, Alain Jallois, Éloge Boissonnade, Michel Dole. Ça, c'est des grands professeurs de journalisme. Alors, on a eu cette chance-là. Ils étaient avec nous. Et dès qu'ils repéraient certaines qualités dans les journalistes, ils disaient non, non. Je me souviens, une fois, il a dit, Oudoura, Kaboulo, Kipolongo. Vous avez connu Kipolongo, non? Kipolongo, mon Kamila. Le DG qui est décédé. Oui, 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 ouais. Personne. Il dit, Kipolongo, tout ça, vous n'allez pas en vacances. On était fâchés. On dit, comment on nous prive les grandes vacances? Vous allez rester, on va travailler. Et c'est comme ça. On est resté, on travaillait les reportages le matin. Ils se mettaient dans les conditions du Congolais. On mangeait les kamundele avec la chikwanga à la pause. Et après-midi, on reprenait. Si bien que j'ai été formé à l'école française. Donc, c'est vraiment l'école française qui m'a forgé. On lisait les livres, on avait une bibliothèque très enrichie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et comme je complétais avec le vieux, quand j'ai été affecté au niveau des journaux, parce que quand j'ai commencé, moi, au niveau du stage, je n'ai pas voulu faire la télévision directement. J'ai dit non. J'ai fait d'abord la presse écrite pour être un journaliste complet. Si bien que j'ai été affecté à la presse écrite. J'ai fait les stages, j'écrivais dans les journaux ici, Massano et tout ça. Dans le temps, avec la politique du maréchal, il n'y avait pas beaucoup de journaux. Ouais. Il y avait Salongo et Lima, c'est tout. Et puis il y avait le journal de sport, Massano. J'étais affecté au journal Massano. Donc j'allais là-bas, j'ai travaillé sur toutes les disciplines, etc., etc. Et ça m'a forgé. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et voilà, donc, je n'ai pas fait de miracles. C'était de la discipline personnelle, la persévérance et le travail. Bien fait, j'écoutais les vieux, tu arrives avec ton papier, regarde, il les jette dans la poubelle, tu te fâches un peu, il t'appelle, il dit petit, recommence. Ouais. C'est dit, j'ai passé toute la nuit à pondre les papiers, maintenant je dois encore recommencer. Tu recommences. Parfois on peut penser qu'il vous détestait, mais bien au contraire. Non, c'était de la formation. C'est comme ça, je suis passé par les bonnes mains, Dieu merci. Et avant chaque match, vous faisiez une fiche technique pour... Oui, pour ça. Parce que vous aviez tous les détails, même sur ce que les joueurs ont fait la veille, y compris pendant leurs heures perdues. Oui, vous savez, j'étais comme un pasteur. Vous savez, les bons pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs ici, mais on les distingue. On vous dit, tel pasteur. Un bon pasteur, c'est celui qui maîtrise la Bible, qui connaît les versets, n'est-ce pas? Qui connaît les chapitres et tout, et il vous donne avec précision. Parce qu'il est exigeant avec lui-même. Quand vous dormez, lui, il est en train de travailler. Il prépare bien. Moi, j'ai eu mal à partir à un moment donné avec ma femme. Parce qu'elle ne me retrouvait pas dans la chambre. Je vous assure, vous entrez dans ma chambre, vous allez trouver des revues. Et en plus, j'étais abonné. Jeune journaliste, mais j'étais abonné. J'étais abonné à France Football. J'étais abonné à Afrique Football. De ma poche, dans le temps, c'était bien la poste, bien organisée. Je recevais toutes ces revues-là. Donc, je lisais régulièrement. Et j'étais scotché à Chimpompo, qui est un journaliste merveilleux, qui ne travaillait que la nuit, qui avait 3-4 postes de radio, tout ça qu'il écoutait à gauche, à droite. Et j'ai copié un peu le modèle là, j'ai suivi les vieux, et c'est comme ça. Exigeant. Dans ce métier-là, il faut être exigeant avec soi-même. Et c'était comme ça. Très, très dur.
Je vous assure, j'achète les revues jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas croire. Madame me dit, mais quand on est continuez à vous documenter. Oui, quand on est à l'aéroport, Oui. j'achète. Mais aucun rango. Maman, pardon. Occupe-toi de ta cuisine. Moi, je m'occupe de mes livres. Si bien que tu entres dans ma chambre. Quand je suis... Comme tu vois, je fais autant de Coupes du Monde comme ça. Hein. Oui, j'étais commentateur. C'est pas facile dans ces milieux-là. Oui. Tu imagines. Et vous arrivez toujours à vous distinguer. On était fiers d'écouter oui, la voix surtout du la compatriote Coupe du Monde. François Kaboulou. Oui. La Coupe du Monde 1998 en France. Imagine-toi autant de Français qui sont là-bas. Et j'étais là, Kaboulou, les cérémonies d'ouverture, en direct, match d'ouverture, en direct. Je fais la finale Brésil-France, en direct. Vous savez, toute la population, tous les téléspectateurs, c'est pas facile. Quand on te confie ça, j'étais adopté. Tous les techniciens, François. Et parce que j'étais exigeant avec moi-même, j'ai respecté les horaires, je suivais tout ce qu'on me donnait comme indication dans le travail. Et c'est comme ça. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui sont perdus. On aime le succès, mais on ne prend pas le temps de travailler, de se documenter. Ils passent le temps à matonguer au lieu de faire des recherches. Est-ce qu'on peut dire que votre rencontre avec Faustin Fassa a été la plus marquante de votre carrière? Faustin, c'est un jeune au niveau de l'IFASIC. C'est des promotions après moi. Faustin, c'est un garçon extrêmement intelligent. Sur le plan culturel, il n'a pas de confiance. Alors, je travaillais avec Faustin, qui me fréquentait aussi. Il me disait, bon, petit à petit. Alors, l'autre jour, j'ai dit, Faustin, non. Moi, j'ai beaucoup d'états morts pendant la retransmission. Oui. Il y a des joueurs blessés, il y a les ballons qui sortent, il y a l'arbitre qui discute. Moi, je dois meubler tous ces temps-là. Oui. Donc, désormais, j'ai besoin de toi, tu viens. Toi, tu viens pour attaquer la partie culturelle et faire des analyses. Ah, moi, il n'y a pas de problème, on va commencer. Je dis, viens, on va faire ça. C'est une innovation, on va commencer, Faustin, c'est comme ça. Au départ, il n'était pas journaliste sportif. Non, journaliste culturel, mais qui aimait bien les sports. Et Faustin, c'était un peu touche à tout, avec un esprit très ouvert. Il connaissait beaucoup de choses, je l'ai rencontré, il parlait médecine, il parlait philosophie. Il présentait même des émissions culturelles à un moment donné à la RTNC. Même l'émission Caribou Variété, à un moment donné, il a présenté, c'était magnifique. Donc, Faustin s'est aligné et on a commencé avec lui. Bon, après, je m'étais imposé une discipline et j'ai convaincu le ministre de la Communication. J'ai dit non, désormais, sur l'ordre d'émission, je ne suis pas seul. Okay. Il me faut absolument un consultant. Non, c'est cher. J'ai dit non, mais il me faut un consultant. Et on a commencé comme ça. C'était beau à écouter. On a évolué avec Faustin, c'était merveilleux. Si bien que je suis vraiment amputé. Aujourd'hui, si vous me demandez de faire les directs, je ne sais pas si je vais le faire. Vous n'avez pas pu trouver un suppléant? Non, je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu Faustin, c'est dommage qu'il nous a quittés très tôt. Il est jeune, bon, il est décédé, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire, comme on dit. Quels sont vos grands regrets dans cette carrière, des défis importants que vous avez pu rencontrer et que vous, malheureusement, vous n'avez pas pu relever? J'estime que la carrière n'est pas encore terminée. Oui. Bah, de toute façon, vieux ministre, ça n'a rien à voir. Ministre, c'est une parenthèse politique. Moi, je suis journaliste formé. Je mourrai journaliste, c'est ma profession des fois. Ministre n'était qu'une parenthèse de votre vie. Vous avez réintégré la profession. Oui, j'ai réintégré. Et la fonction publique est très, très bien organisée. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez des fonctions politiques. Vous allez en détachement. On vous met à la disposition de l'organe qui vous utilise. Mais dès que vous terminez, vous réintégrez la boîte. C'est ce que j'ai fait. J'ai réintégré la RTNC carrément. J'ai toujours ma fonction de directeur. Bon, voilà, c'est ça. Mais rester au stade et tout, ça, c'est un autre chapitre. Il faut voir quelle formule il faut trouver et tout. Bon, j'ai perdu Faustin. Je sais pas, Faustin est irremplaçable. Même quand on dit, remplaçable. Non, lui, c'était difficile. Je ne sais pas si je peux fabriquer un autre Faustin. C'est difficile. Quand on sait détecter les talents, vous pourrez toujours y arriver. C'est vrai, beaucoup voudraient vous revoir au ministère des Sports, même si nous pensions que
écouter votre voix en retransmettant le match ça. serait encore plus intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ces parcours. Vous avez fait beaucoup de choses. On ne saura pas tout dire. Sinon, votre profession vous a presque tout donné. Vous avez été presque partout. Oui, tout ça c'est vrai. J'ai eu la chance, je remercie le gouvernement de la République parce que tous mes déplacements sont pris en charge par le gouvernement congolais. Je les remercie. C'est lié un peu à ma fonction. Il est vrai que aussi j'ai fait un effort pour valoriser mon travail, pour montrer l'importance aussi des journalistes sportifs. Ouais. Je le dis, c'est là quand je suis arrivé, les vieux étaient là. C'est vrai qu'il y avait des reportages avec les léopards, tout ça. Mais j'ai valorisé ce métier en valorisant l'homme. J'ai demandé au ministre, j'ai dit, maintenant je voudrais introduire le déplacement des journalistes en langue nationale. La RTNC, c'est 4 langues. Et ça, j'ai réussi. Donc, j'ai réussi à mettre les journalistes des langues nationales dans les avions. Il fallait les décomplexer. Il fallait leur permettre de vivre les grands événements pour qu'ils vivent la réalité. Parce que les gens ici, j'ai déjà vu des gens qui sont enfermés. Dernièrement, je l'ai vu quand j'étais ministre des Sports, avec les charters que j'organisais. J'essayais dans la mesure du possible de mettre les journalistes de toutes les conditions. C'est pour leur donner une idée. Parce que souvent, ils sont limités, ils croient que Kinshasa, c'est le monde. Non. Alors les gens, quand ils disent les Abouis, les Ghanéens comme ça, la Côte d'Ivoire, ils sont. Vous voyez, ils ouvrent l'esprit. Alors j'ai obtenu ça, si bien que les Lingala, les journalistes, les Tchoulouba, les Kikongo, tout ça, ils s'est déplacé. Ils allaient à la Cannes, ils allaient dans des grands événements, on les affectait dans des équipes. Et là, j'étais fier. J'étais décomplexé complètement, je les ai mis à l'aise. Ça, vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures réalisations de ma carrière, parce que j'ai réussi à valoriser les langues nationales. Vous avez encore beaucoup de temps, plusieurs années devant vous. Oui, c'est ça. On attend bien plus encore. Il est vrai qu'on est un peu limité. L'idéal, c'était d'avoir une chaîne uniquement sportive à la RTNC. Ça, c'était un rêve. Malheureusement, je ne sais pas si ça va se réaliser. Bon, la chaîne, la RTNC étant une chaîne essentiellement politique, mais il nous fallait un créneau. Comme dans les deux autres chaînes, on crée. Et on vous dit Canal plus 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est un peu la tendance. RTNC 1, 2, 3, 4. Mais je voulais que la RTNC 4 soit une chaîne uniquement sportive. Mais il y a la fonction de ministre qui est arrivée, qui a un peu cassé ses projets. L'idéal, c'est ça. Avoir une chaîne uniquement sport, qui sera d'ailleurs très rentable pour la maison, parce qu'on aura des recettes, on aura des sponsors qui vont arriver. Mais c'est un rêve qui est dans les tiroirs. J'espère qu'un jour, ça va se réaliser. Ça, c'est vraiment un de grands regrets jusqu'à présent, parce que quand vous êtes dans les journaux télévisés, vous avez très peu de temps, vous n'avez pas la possibilité de développer les sujets, vous êtes limité, il y a tellement de programmes. Avec une chaîne dédiée, vous aurez beaucoup de choses à dire. De temps pour programmer vos émissions. Là, il y a des directs, il y a des émissions improvisées, il y a ce qui fait qu'il nous bloque. Donc, l'idéal, c'est avoir une chaîne uniquement sport du matin au soir. Quand vous regardez l'actuelle génération en face, vous vous dites que nous arriverons à relever le défi, que nous sommes à la hauteur. Quand vous regardez les Charles Mbouya percés sur Canal+, tout à fait. ou que vous regardez les confrères ici, sur des médias locaux, vous vous dites qu'il y a un travail à faire, qu'il y a fossé entre ce que vous avez connu et ce que nous vivons. C'est pour vous dire qu'il y a des très bons journalistes, localement parlant. Il faut les conditions. Il faut le mettre dans de bonnes conditions, les minimums, pour qu'ils puissent bien évoluer. Il faut leur donner le temps à l'antenne. Il faut améliorer les conditions sociales. Parce qu'un journaliste doit être à l'abri des besoins. Il ne faudrait pas qu'il dépende des présidents, des clubs et tout. Là, il va perdre sa personnalité. Il va perdre sa crédibilité. Alors, à ce moment-là, il ne va servir à rien. Vous savez, la dignité, on ne badine pas avec la dignité. Je me souviens, le professeur Alain Jallois qui nous disait, nous sommes en train de vous former
faites attention avec ces métiers. Si vous perdez votre crédibilité et automatiquement vous perdez la confiance des téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs, il faut arrêter dans ces métiers. Vous arrêtez et il nous disait, vous allez au Kivu pour planter les cacahuètes. C'est ce qu'il nous disait. C'est pour que vous compreniez. C'est un métier, ce n'est pas un métier des riches, non. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut un minimum de conditions pour casser la tentation du journaliste de se laisser corrompre. Parce que si se laisse corrompre, c'est fini, il a perdu sa personnalité, il ne peut pas dire non, il ne peut pas donner son point de vue. Et vous, il vous est arrivé de tenir tête à certaines autorités. Ça, c'est l'une des tares au niveau de la presse congolaise. Donc, il faudrait que dans l'avenir, que le minimum de conditions soient réunies pour permettre aux journalistes d'évoluer sans complexe. Merci bien. Vous étiez surtout très critique. Ça, c'est une autre page. On y reviendra la prochaine fois quand on parlera de votre passage au ministère des Sports. Aujourd'hui, on va parler maintenant. On va parler de ce que les milieux sportifs. On rappelle que vous êtes présent dans plusieurs mouvements sportifs. Oui, vous êtes au comité olympique congolais. Vous êtes président des journalistes sportifs du Congo et d'autres. Aujourd'hui, comment les milieux sportifs, quel regard les milieux sportifs portent sur la guerre qui sévit dans l'est du pays? Première chose, je rappelle ici que nous combattons l'agression barbare. Je qualifie de barbare. Cette agression injuste perpétrée par le Rwanda. Vous avez vu que il y a eu un mouvement inédit de réaction qui provenait de partout. Avant, il y avait des hésitations, à partir même de l'Organisation des Nations Unies. C'était difficile même de citer le Rwanda. Vous vous rappelez? Mais avec le temps, avec la pression qui est arrivée, et finalement, et c'est pour ça que j'apprécie le travail réalisé par Mme Kaikwamba, Thérèse, la ministre des Affaires étrangères. Oui, elle a fait un travail extraordinaire, il faut reconnaître. Et moi, je disais même qu'elle passait toutes ses nuits à New York. Mais ça donnait les résultats. Après, il y a eu des réactions. Le Conseil de sécurité, pour la première fois à l'unanimité, on a condamné l'agression. Et c'est ce jour-là qu'on a cité le nom de Rwanda. Et directement, les 27 de l'Union européenne se sont alignés derrière cette décision. Et les sanctions ont commencé à tomber. C'est vrai, encore des sanctions qui ne sont pas très dissuasives, mais au moins, on sent, il y a un chapelet. C'est un premier pas déjà dans la bonne direction. Qui commence à arriver. Et sur le plan sportif, Madame n'a pas attendu le point de vue de quelqu'un. Elle a adressé sa lettre au PSG, l'équipe de France. Il s'est qualifié il y a quelques jours en éliminant Liverpool. Il a adressé son courrier à Arsenal et au Bayern de Munich avec les ports de visite Rwanda. Donc, on estime que ces slogans ne concordent plus avec les valeurs sportives actuellement. Un pays agresseur, on continue à lui faire la publicité sur le plan mondial. Non, la charte olympique ne prévoit pas ça. Donc, bravo à madame qui a ouvert le pas. Et il y a nos compatriotes qui sont en France, qui ont réagi à deux qui avaient pris l'initiative. Ils ont récolté autant de signatures, même de supporters français. Ce qui fait que l'attitude des équipes européennes commence à changer. Parce que c'est des contrats juteux avec beaucoup d'argent. Oui, c'est des millions, mais les équipes sont lucratives. Est-ce que s'ils enlèvent ça, est-ce qu'il y a quelque chose que nous on donnera en contrepartie ou on reste focalisé sur l'esprit sportif qui ne tolère pas l'invasion, l'agression? Non, nous, c'est les valeurs sportives que nous sommes de défendre par rapport à la charte olympique. C'est ça. Là, ce sont les conséquences. Maintenant, ils vont s'organiser, etc. Tout ça. Parce que n'oublie pas, Jean-Pierre, que les sports constituent aussi un moyen de pression à ne pas négliger. Moi, je dis que cette agression, il y a plusieurs façons de la combattre. Il y a ceux qui la combattent avec les armes, ce sont les militaires, les soldats, les wazilendo, etc. Il y a ceux qui la combattent avec la prière. Nos mamans font des veillées de prière, les pasteurs, jour et nuit, et tout ça. C'est vous les journalistes,
vous devez aussi vous mobiliser pour la combattre avec vos stylos et vos bics. Nous faisons notre part. Il y a d'ailleurs une affiche ici, voilà. Congolais Téléma, voilà. Une campagne du ministre de la Communication que nous diffusons sans rien demander. Qu'est-ce qu'il y a? La colonne. Ah, ces enfants, venez! Hé! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué! Adi à quel s'est voué? L'État doit agir. Il doit agir! Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution Ipaï Yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté. Et encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Vous comprenez, chacun dans sa sphère de responsabilité. Et nous, les sportifs, nous sommes des sportifs, nous sommes des opérateurs sportifs. Et chez nous, c'est tellement réglementé. C'est-à-dire que tout opérateur sportif, au jour d'aujourd'hui, peut s'autosaisir du dossier et faire sa plainte qui sera prise en considération. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Nous, on a commencé par d'abord recenser toutes les compétitions auxquelles le Rwanda est en train de prendre part. Nous avons recensé également toutes les compétitions que le Rwanda se propose d'organiser. Bon, en recensant cela, ça nous donne de la matière pour constituer des dossiers que nous devons déposer d'abord au Comité international olympique, ensuite aux confédérations et ensuite aux fédérations internationales. Dans les cadres pour contrecarrer, c'est-à-dire préparer un mémo, déposer la plainte, souhaiter qu'il y ait des réunions d'urgence qui se tiennent pour examiner en urgence notre requête, pour aboutir soit à l'exclusion des athlètes rwandais, soit à la suspension du comité olympique rwandais, soit à
à retirer les sportifs, quand bien même ils sont déjà engagés dans un processus éliminatoire. Et c'est ça que nous faisons. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un pays agresseur, à côté de nous, continue à user abusivement de médias internationaux, au moment où, à côté, il y a des milliers de Congolais qui meurent. Oui, parce que quand on organise de grandes compétitions, toutes les télévisions, les caméras du monde sont braquées dessus. Ah oui, parce que là, ça n'encadre pas avec la solidarité. Quand on vous dit la solidarité olympique, c'est ça. Ça ne cadre pas avec les valeurs sportives. Donc, ce sont des démarches que nous sommes en train de mener. Vous avez en ligne de mire le tour cycliste du Rwanda. C'est ça qui est visé. Vous avez suivi même l'attitude de l'Union européenne, qui est là-dessus aussi. Parce que la compétition, c'est du 21 au 28 septembre, cette année, au Rwanda. Nous sommes en train de nous battre pour que soit l'UCI, l'Union cycliste internationale, soit supprime carrément cette compétition. Sinon, si elle est maintenue au calendrier de l'UCI, soit alors il faut la délocaliser. Mais en tout cas, pas être organisée à Kigali, au Rwanda. Mais c'est une compétition propre à un pays. Comment on va? Non, c'est l'UCI, c'est au niveau du calendrier. Ah, d'accord. Mais je vous donne l'exemple. En 2022, au mois de février, quand la Russie a envahi l'Ukraine, le CIO n'a pas attendu. Le même soir, 2 jours après, 48 heures après, le CIO a suspendu l'équipe de Russie qui participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'équipe a déjà été engagée. On l'a retirée des compétitions. Les clubs russes ont été exclus de toutes les compétitions des clubs. La FIFA est intervenue. L'UEFA aussi. La finale qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg de la Ligue des Champions, qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, qui est la 2e ville en Russie, a été délocalisée et on l'a placée à Paris, au stade Saint-Denis, au stade de France. Et c'est comme ça. Et Poutine lui-même, qui portait la médaille olympique, s'est vu arracher. Cette médaille est retournée à Lausanne. Aujourd'hui, il n'a pas la médaille olympique, qui est une médaille scellée au sommet. Il a perdu tout cela. Et avec la cascade des réactions, le handball, les sports équestres, le judo, dans toutes ces compétitions-là. Et vous souhaitez que la même rigueur soit appliquée contre le Rwanda? Mutandis, c'est vraiment les mêmes dessins. Russie agresse l'Ukraine, le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Donc, nos amis qui vont examiner les dossiers, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont trouver encore des arguments pour se disculper. Parce que c'est la même... Et en plus... Jusqu'aujourd'hui, les sportifs russes sont sanctionnés. Et les sportifs russes, le comité olympique russe n'a pas participé aux Jeux olympiques de France l'année passée, en 2024. Là, le CIO est resté catégorique. Seulement, on a autorisé à une poignée de sportifs russes qui ne vivent que du sport, qui sont dans des associations de sportifs russes. Eh bien, on les a autorisés, mais sans la bannière russe. Il n'y a pas d'hymne national. Vous ne portez pas des symboles russes. Et vous êtes là avec des drapeaux blancs. Vous participez et les résultats seront comptabilisés dans le palmarès individuel. Pas pour le compte du pays. Donc, et maintenant, il y a 2 semaines, M. Gianni Infantino, le président de la FIFA, qu'est-ce qu'il a dit? La Coupe du Monde, c'est une grande compétition, elle intéresse tout le monde. Il faudrait qu'on souhaite que la Russie revienne. Mais Gianni Infantino a ajouté, il dit, on veut bien, ça c'est un souhait, mais à la seule condition qu'il y ait un traité de paix. Le jour où la Russie va signer un traité de paix avec l'Ukraine, le même soir, nous allons réintégrer. Donc vous comprenez qu'il y a des pressions terribles. Nous voulons qu'il y ait la même pression sur le Rwanda pour, n'est-ce pas, déstabiliser ces pays, pour montrer aux pays à ces pays agresseurs qu'on peut le matraquer. Quelle marge de manœuvre avez-vous dans cette campagne contre le Rwanda? Je crois que nous allons faire notre part. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un monde c'est les lobbies. Il y a aussi les lobbies. Il y a, c'est vrai, la charte, il y a les règlements, mais c'est des lobbies. Vous comprenez, les lobbies, il y a des relations qui jouent.
il y a les petits sentiments humains qui jouent, tout ça. Et tout ça, c'est à mettre dans la balance. Et sur le plan logistique, nous sommes en train de nous organiser. Parce que je ne veux pas aller à Lausanne à pied, le siège du CIO. Donc, on est en train de s'organiser pour avoir, on est un peu dans les temps, pour avoir le minimum de moyens. Vous avez un carnet d'adresses enrichissant. Vous pouvez vous y mettre et faire pencher la balance. Non, mais nous sommes dans les sports depuis des années. On connaît les FIBA, les sièges à Abidjan. Nous sommes à 3 heures de Kinshasa de vol. Et puis en Égypte, nous sommes à 6 heures de vol de Kinshasa, où il y a les sièges de l'UCI, la Confédération africaine de cyclisme. Il suffit d'arriver d'abord, de déposer la plainte. C'est important. Dès que vous arrivez, on va vous donner un accusé de réception. Au moins, c'est la preuve. Et à ce moment-là, nous allons utiliser... Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Vous êtes limité à récolter, à identifier. À récolter, et puis à rassembler la logistique pour essayer de Pensez-vous que c'est une démarche que le gouvernement pourrait appuyer? C'est-à-dire que, non, on ne mêle pas tellement aussi le gouvernement. Parce que je vous ai dit que les grandes structures sportives sont allergiques à l'ingérence politique. Si vous insérez la politique d'une manière visible, vous avez très peu de chance. Vous avez vu l'exemple des Congolais de Brazzaville en face. Le ministre des Sports a essayé d'intervenir. Les Diables Rouges sont écartés des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est dommage pour les jeunes. Alors, on n'aime pas trop mélanger la politique. Nous effectuons des démarches sportives. Comment on fait alors pour trouver les moyens, même si l'État peut nous aider en dessous des tables, mais sans que cela soit... Sans que ça soit visible, qu'on ne sente pas que ça vient de l'État. Et nous avons beaucoup de possibilités pour atteindre Sénat. Nous avons aussi des relations à ce niveau-là. Nous connaissons le président de l'ACNOA, le président à gauche, à droite. Il y a moyen, mais on continue. C'est ça, en fait, notre participation. Parce que ça s'est fait par rapport à la charte. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est parfait. Nous commençons à atterrir. Évidemment, avec possibilité de vous retrouver. Il y a la présidence angolaise a annoncé des pourparlers, enfin des négociations directes entre la RDC et le Rwanda, enfin entre la RDC et le M23. Je voudrais savoir, là, peut-être en tant que citoyen, le regard que vous portez sur ces négociations du Rwanda. Les travaux préparatoires commencent aujourd'hui et les deux délégations sont censées se rencontrer dans la capitale angolaise le mardi 18 mars. Claude François Kaboulo, quel regard vous portez sur cet enjeu? Vous savez, la République démocratique du Congo a pris position. Notre position est exprimée clairement par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est resté de marbre, n'est-ce pas? Qui est persévérant. Le président a reçu beaucoup de pression, on le sait. Il a dit qu'il ne négociera pas. C'est la position officielle de la RDC. Le président dit « Je dois négocier avec les responsables. » Numéro 1, les acolytes. Mais là, on parle de négociations directes entre la RDC et le M23. Ça, c'est les souhaits. Mais le président dit « Je ne négocie pas avec les acolytes. » Parce que les acolytes, ils reçoivent les instructions, ils sont aux ordres d'eux. Je préfère négocier avec celui qui donne les donneurs d'ordre. Parce que c'est le donneur d'ordre qui peut donner l'ordre à ses acolytes pour dire retirez-vous et tout, revenez à la base. Je me souviens en 2012-13, on a connu le même problème avec toujours le M23 qui était entré à Goma. Et 48 heures après, ils sont ressortis. Il y avait des instructions qui avaient été données. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui est bien, c'est que le président est vraiment tenace. Il est tenace, il est, je dirais même, il est têtu d'une manière positive. Et ça, c'est extraordinaire. Il va rester sur cette position-là. Il ne faudrait pas non plus que ça soit facile. Est-ce qu'il est toujours sur la même position en acceptant? Le problème, c'est que demain, quelqu'un d'autre peut créer encore un autre groupe. Et où est-ce que nous allons aller? Il faut qu'on trouve une solution une fois pour toutes. Ça sera des négociations, si les négociations ont lieu, mais ça sera très très dur. Je suis convaincu que la RDC, le gouvernement mettra la barre très très haute, parce qu'il faut négocier une fois pour toutes et mettre fin une fois pour toutes, parce que nous avons besoin d'entamer, comme dit le président Félix Tshisekedi, que nous devons commencer le développement de ces pays. Parce que là, on est distrait, on est freiné dans notre élan.
Mais entre-temps, nous perdons, il y a près de 6 millions de Congolais qui sont morts depuis 30 ans maintenant de guerre dans cette partie du pays. 7 millions sont perdus. Perdus comme ça dans la nature, les mamans avec des... C'est horrible de regarder ces images qui sont insupportables. Jusqu'à quand? Les politiciens sont sur le front diplomatique, les militaires au front, et vous, les sportifs, sur un autre front. Sportif. Et vous vous battez pour obtenir des sanctions contre le Rwanda, la délocalisation. Absolument, absolument. Nous avons au mois d'août à Luanda la phase finale de basketball. Grande compétition de FIBA, Afro-Basket. Les Rwandais qualifiés. Nous sommes qualifiés. Vous vous imaginez, et s'il y a le tirage au sort, et nous tombons sur le match RDC-Rwanda, avec notre communauté congolaise de Luanda. C'est des Sancho. C'est des garçons d'Enjil ici, des garçons de Matete, des Kalamou qui ont grandi ici à Kinshasa, qui sont très très nombreux. Il y a une forte communauté. Vous avez déjà été en Angola? Pas encore. Ils sont très très nombreux. Alors dites-moi, il y aura du grabuge. Il y aura du grabuge. Quelle est la solution? Mais la solution, c'est que nous allons demander à FIBA Afrique, dans le cadre de l'agression, étant donné que nous sommes agressés par le Rwanda, il faut absolument que le Rwanda soit retiré de cette compétition. Et c'est ça l'importance justement des sanctions sportives. Il faudrait que le Rwanda se rende compte qu'effectivement ils sont en tort. Même les sportifs rwandais, il faut les toucher. Il faut les toucher dans leur chair avec des sanctions. Je vous ai dit, les sportifs russes sont en train de souffrir. Ils sont à la maison. Après l'invasion de l'Ukraine. Et la même chose, vous souhaitez pour le tour cycliste du Rwanda, vous souhaitez également qu'il soit délocalisé. Absolument. Il faut délocaliser. Il ne faudrait pas que le monde entier vienne. Vous savez, un championnat du monde, tous les médias occidentaux, européens, américains seront là-bas. Il y aura combien de pays à côté d'un pays qui est agressé? On tue les gens à côté et de l'autre côté, les gens sont en train de fêter. Non, c'est injuste. Même Dieu va vraiment s'occuper de ces dossiers-là. C'est injuste. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Pierre? Je suis d'accord. Ça nous fait très très mal. Donc nous, à notre niveau, nous nous battons avec les armes que nous avons. Mais les politiques font leur travail, les militaires, les religieux, etc. Quand on dit que ce n'est parfois une question des rapports de force, qu'est-ce que vous en pensez? Quoi ça? Quand on dit, pour inverser la tendance, il faut... c'est une question des rapports de force. Mais nous ne sommes pas un petit pays. Hein. Nous avons aussi... nous avons des appuis. Hein. Vous avez vu la réaction? Je vous dis, les 27 de l'Union européenne, automatiquement, sont acquis à notre cause. Et vous voyez l'avalanche des sanctions qui continue à tomber. Et vous avez vu la réaction de l'ONU. C'est vrai qu'au niveau de l'Union africaine, c'est un peu timide. Il y a des intérêts et tout ça. Mais à force de frapper sur les clous, il finit par rentrer. Donc c'est un peu ça. Merci. Et on va continuer, chacun dans sa sphère. Et je crois avec l'aide de Dieu, parce que Dieu est juste. Dieu est juste, excuse-moi Jean-Pierre. Avec ce travail ici, j'ai commencé à fouiller partout. J'ai découvert les psaumes 37 dans les versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mieux vaut les peu du juste que l'abondance des méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Pour le moment, nous combattons, nous luttons pour une cause juste. Notre pays est agressé injustement. Nous perdons des milliers de gens. Je crois que même Dieu, qui est le Créateur, va... Merci bien. Claude-François Kaboulou, Mana Kaboulou, on sera heureux de vous recevoir ici une autre fois pour parler d'autres choses. Vous êtes une bibliothèque vivante, vous avez beaucoup de choses. Peut-être une dernière question. Comment vous faites pour chaque fois vous réinventer, rester indéfiniment jeune? La discipline. Je ne veux pas dire comme les gens, je ne bois pas la bière et tout. Non, je peux prendre un verre pour des raisons tout à fait médicales, n'est-ce pas? Parce que la bière, ça aussi, ça apporte des protéines. C'est bon pour la santé. Ça apporte des protéines et tout, et tout. Non, aussi la discipline, aussi la rigueur. La rigueur envers soi-même. C'est très, très important. Et je reste scotché sur le métier que j'ai choisi. Je regarde tout. J'ai tous les détails. Je suis abonné dans des chaînes de télévision ici parce que je ne vais rien rater, en tout cas sur le plan sportif. Je me suis même organisé chez moi pour que ma femme ait sa télé avec ses pièces de théâtre. Et vous avez la vôtre. Moi aussi, je suis seul, personne ne m'emmerde. Et je suis exigeant envers moi-même, mais je souhaite transmettre ça aussi à la jeune génération.
C'est très important. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Revenez-nous dès que possible. À tout moment, on va frapper à votre porte parce que on sait que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Je voulais juste dire quelque chose avant de terminer. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Rendre hommage aux forces armées, les FARDC. C'est composé des hommes, des femmes qui donnent leur vie pour la patrie. Ouais. Je rends hommage également aux Wazilendo, ces jeunes Congolais volontaires, bénévoles. Des patriotes. Des patriotes. Beaucoup de sacrifices pour libérer notre pays. Il y a ceux qui tombent sur les champs de bataille, c'est avec honneur. D'ailleurs, quand on meurt sur un champ de bataille, mais n'empêche, il y a les orphelins qui restent. Donc nous sommes des cœurs avec tous ces orphelins. J'encourage aussi les efforts fournis par le président de la République, qui ne dorment presque pas et qui travaillent jour et nuit justement pour que ce pays soit libéré et que nous puissions retrouver les rythmes normaux pour entamer le développement de ces pays. Voilà comment je peux terminer en pensant que à Luanda, ça va aller très très vite, je souhaite, pour que chacun rentre dans ce rang et que nous retrouvons l'intégrité de notre territoire, de notre pays et que nous entamons le développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci au public. Merci pour le temps que vous avez pris. On espère que vous nous avez regardé avec délectation, avec passion, parce que vous avez retrouvé une de ces figures qui nous met tous ensemble, en dépit de nos divergences. On se retrouve ce soir pour une autre émission sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Chaque fois que vous le pouvez, prenez bien soin de vous-même. N'oubliez pas également de prendre soin du Congo. Salut.